Mon mari m'a annoncé que ses parents étaient gravement malades et il est parti en urgence pour leur apporter des médicaments. J'ai décidé de leur faire une surprise, j'ai préparé une montagne de nourriture, et je suis allée chez eux, sans prévenir. Mais, quand je suis entrée doucement dans la maison, j'ai failli m'évanouir en voyant la scène. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Céline se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque municipale, et regardait les premières feuilles jaunes voler dans la rue. Cette année, le mois d'octobre était particulièrement glacial, et les visiteurs se faisaient de plus en plus rares. Dans la salle de lecture, il n'y avait que 2 habitués, Monsieur Michel, plongé dans un tome de Victor Hugo, et une jeune maman avec sa poussette, qui feuilletait un magazine sur la santé infantile. Céline rangea les nouveautés sur les étagères, quelques polars d'auteurs locaux, ainsi que des guides de jardinage. À 48 ans, elle dirigeait cette bibliothèque depuis 15 ans déjà, et connaissait chaque livre, mais aussi chaque lecteur. Ce travail lui apportait une véritable satisfaction, surtout lorsqu'elle réussissait à trouver exactement ce que la personne cherchait. Le téléphone de son bureau sonna brusquement, brisant le silence. Céline jeta un coup d'œil à l'horloge, il était 15h30. La journée de travail était presque terminée. « Bibliothèque municipale, je vous écoute », répondit-elle par habitude. « Céline, c'est moi. » La voix de son mari semblait tendue, inhabituelle. « Écoute, je vais rentrer un peu plus tard aujourd'hui. Un client a apporté un appareil compliqué, et je dois m'en occuper. » Victor travaillait comme réparateur d'électroménager, dans un petit atelier privé. D'habitude, ils rentraient à la maison vers 18h, et ils dînaient ensemble, en racontant leur journée. « D'accord, mon chéri. Ne te presse pas, » répondit Céline. « Je vais te préparer un bon petit plat, pour ton retour. » Après cet appel, elle travailla encore une demi-heure sur le catalogue, puis elle ferma la bibliothèque, et rentra chez elle. Son appartement de 3 pièces, situé dans un vieil immeuble en briques, l'accueillit avec sa chaleur familière. Céline enfila une robe d'intérieur, mit un bœuf bourguignon à mijoter, et s'assit à la table de la cuisine, avec une tasse de thé. À 18h30, la porte d'entrée claqua. Victor entra dans la cuisine, en retirant sa veste de travail. Immédiatement, Céline remarqua que quelque chose n'allait pas. Son mari avait l'air agité, voire complètement perdu. En 23 ans de vie commune, elle avait appris à lire son humeur, d'un seul regard. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, en lui servant du thé. « Tu as réussi à réparer cette commande difficile ?» Victor s'assit en face d'elle, et passa une main dans ses cheveux. À 52 ans, il restait un homme très séduisant, grand, avec de larges épaules, et des cheveux épais, à peine touchés par quelques fils gris. « Oui, j'ai réussi, » répondit-il, l'air distrait. « Céline, j'ai de mauvaises nouvelles. » Le cœur de Céline se serra. Elle posa sa tasse. « Que se passe-t-il ? » Pierre a appelé, depuis la région voisine. Mes parents sont tombés gravement malades. Ils ont attrapé un mauvais virus, tous les 2 en même temps. Ils ont presque 40 de fièvre, et ils vont vraiment mal. Céline fronça les sourcils. Les parents de Victor, Jean et Claudine, vivaient dans une petite ville, à environ 1 heure de route. Ils approchaient des 80 ans, et leur santé était de plus en plus fragile. Mon Dieu, et que disent les médecins ? Ils sont à l'hôpital ? Non, ils refusent catégoriquement d'y aller. Tu sais bien comment sont les personnes âgées, ils sont têtus. Pierre m'a demandé de leur apporter les médicaments prescrits par le médecin. C'est urgent, il les faut pour demain matin. Victor parlait vite, triturant nerveusement le bord d'une serviette en papier. Bien sûr, il faut y aller, approuva immédiatement Céline. Je vais préparer un sac, et nous irons ensemble. Je pourrai les aider, et m'occuper un peu d'eux. Non, coupa sèchement Victor. Céline le regarda, surprise. Il adoucit aussitôt le ton, enfin, je veux dire que tu n'as pas besoin d'y aller. C'est très contagieux. Le médecin a dit que ça pourrait être une infection virale sévère.
Pourquoi prendre le risque? Mais, Victor, je peux aider. Je peux leur préparer à manger, ou faire un peu de ménage. Pierre s'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Je vais juste leur déposer les médicaments, et je rentre tout de suite. Je pars pour 2 jours, maximum. Il y avait, dans la voix de son mari, une sorte de nervosité que Céline ne parvenait pas à expliquer. Habituellement, Victor était un homme si calme, et si posé. D'accord, accepta-t-elle, à contre-cœur. Mais appelle-moi surtout, pour me donner de leurs nouvelles. Bien sûr, promis. Victor se leva de table, sans même avoir touché à son repas. Je vais préparer mes affaires. Je veux partir tôt, avant que les routes ne soient mauvaises. Dehors, une pluie fine commençait à tomber, menaçant de se transformer en neige fondue. Céline raccompagna son mari jusqu'à la porte. Il l'embrassa furtivement sur la joue, et sortit avec un petit sac de voyage. Par la fenêtre, elle le regarda monter dans sa vieille voiture fiable, et s'éloigner dans la nuit. Elle passa la soirée seule, à lire un nouveau roman historique, mais ses pensées revenaient sans cesse vers ses beaux-parents. Il était étrange que Victor soit si nerveux, à cause de leur maladie. D'habitude, il gérait ce genre de problème avec beaucoup plus de sang-froid. Le lendemain, à la bibliothèque, Céline travailla de manière totalement distraite. Vers midi, Victor l'appela. « Comment vont tes parents ?» demanda-t-elle d'emblée. La fièvre a un peu baissé, mais ils sont encore très faibles. Le médecin a dit qu'il fallait attendre 1 jour ou 2, et bien les surveiller. Et toi, où loges-tu? Chez Pierre, bien sûr. Céline, je vais sans doute rester encore demain. Je n'ai pas envie de les laisser seuls, dans cet état. Bien sûr, mon chéri. L'essentiel, c'est qu'ils guérissent vite. Après la conversation, Céline ressentit un certain soulagement. Victor parlait d'une voix plus calme, ce qui signifiait que la situation s'était stabilisée. Mais, en rentrant chez elle, alors qu'elle étendait le linge propre, son attention fut attirée par la veste de travail de son mari, accrochée sur une chaise. Dans sa précipitation, Victor avait oublié de la prendre. Céline décida de la ranger dans l'armoire, pour éviter qu'elle ne se froisse. En soulevant le vêtement, un petit morceau de papier plié tomba de la poche intérieure. Céline le ramassa, et le déplia machinalement. C'était un ticket de caisse du restaurant, l'Étincelle, un établissement assez chic, situé dans le centre-ville. Sur l'addition, figuraient 2 menus complets, une bouteille de vin, et des desserts. Le montant n'était pas négligeable, près de 120 €. Céline regarda attentivement la date. Le ticket datait de samedi dernier, il y a exactement 1 semaine. Or, samedi dernier, Victor était aussi allé chez ses parents, prétendant leur apporter des courses et du sirop pour la toux. Son cœur se mit à battre plus fort. Peut-être s'était-il arrêté pour déjeuner en route? Mais, pourquoi commander 2 repas, s'il voyageait seul? Et des plats aussi chers, de surcroît. Céline s'assit sur le canapé, le ticket entre les mains. Une pensée angoissante commençait à germer dans son esprit, mais elle essayait, de toutes ses forces, de la repousser. C'était impossible. Victor était un homme honnête et intègre. Leur mariage était solide, et il se faisait confiance. Pourtant, le ticket était bien là, dans ses mains, et les chiffres étaient tristement réels. Elle plia soigneusement le reçu, et le remit dans la poche de la veste. Il fallait réfléchir posément. Il y avait sûrement une explication logique. Le lendemain, Victor ne rentra toujours pas. Il appela dans la soirée, pour dire que ses parents allaient mieux, mais qu'il voulait s'assurer que tout irait bien. « Je pourrais peut-être venir, finalement, » proposa Céline. « J'aimerais vraiment les voir, et prendre de leurs nouvelles en personne. » Ce n'est pas la peine, Céline. Ils sont encore faibles. Le médecin déconseille formellement les contacts inutiles. Je rentre demain, c'est promis. Après cet appel, Céline fit les 100 pas dans l'appartement, incapable de trouver le repos. Ce ticket de restaurant la tourmentait affreusement. Elle se décida alors à faire une chose qui, auparavant, lui aurait paru totalement impensable.
Elle prit son téléphone et composa le numéro de Claudine, la mère de Victor. De longues sonneries retentirent. Céline allait raccrocher, quand elle entendit enfin une voix familière. « Allô, qui est à l'appareil ?»« Claudine, bonjour. C'est Céline. »« Ma petite Céline, comment vas-tu ? Ça fait longtemps que tu n'as pas appelé. » La voix de sa belle-mère était enjouée et pleine d'énergie. Aucun signe de maladie. « Eh bien, je voulais juste prendre de vos nouvelles. Victor m'a dit que vous étiez tombé malade. » Un grand silence s'installa, à l'autre bout du fil. « Malade ? Mais de quoi parles-tu, ma chérie ? Jean et moi nous portons à merveille. Hier, nous sommes même allés au jardin, pour ramasser nos dernières tomates. » Céline sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais Victor m'a dit que vous aviez une forte fièvre, et que le médecin vous avait prescrit des médicaments en urgence. » Céline, mais qu'est-ce que tu racontes ? Aucun médicament, aucune fièvre. Nous sommes en pleine forme, Dieu merci. Et, pour tout te dire, Victor n'est pas venu nous voir depuis plus d'1 mois. À cet instant précis, un bruit de lutte se fit entendre, comme si quelqu'un arrachait le combiné. Céline. C'était la voix de Victor. « Qu'est-ce que tu fais, Victor ?» gronda la voix de Claudine en arrière-plan. « Tu es chez tes parents ?» s'exclama Céline. « Oui, bien sûr. Maman a un peu repris ses esprits, mais elle est encore très confuse. C'est un effet secondaire des médicaments, tu sais, ça lui fait perdre la mémoire. » En arrière-plan, Claudine protestait avec indignation, mais Victor éloignait visiblement le téléphone. « Quel médicament, Victor ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? » Céline, ne t'inquiète pas. Le médecin nous avait prévenu que les antibiotiques puissants pouvaient causer de la confusion. Maman ne comprend pas très bien ce qui se passe, en ce moment. Je t'expliquerai tout ça demain. Mais elle m'assure qu'elle est en parfaite santé. Céline, s'il te plaît, crois-moi. Je suis sur place, et je vois bien dans quel état elle est. Elle a tout simplement oublié qu'elle était malade. Je rentre demain, et je te raconterai en détail. Victor parlait avec conviction, mais Céline percevait, dans sa voix, la même nervosité que 2 jours auparavant. Très bien, céda-t-elle, à bout de nerfs. Je t'attends demain. Après cet échange, Céline était incapable de se calmer. Cette histoire de perte de mémoire due aux médicaments semblait totalement absurde. Claudine s'était exprimée avec tant de clarté et de lucidité. Le lendemain matin, à la bibliothèque, elle n'arrivait pas à se concentrer sur ses tâches. À l'heure du déjeuner, elle décida d'aller marcher jusqu'à l'immeuble voisin, où vivait Madame Gisèle, une voisine âgée, avec qui elle échangeait parfois quelques mots. Malgré la fraîcheur de l'air, Madame Gisèle était assise sur un banc, devant l'entrée de l'immeuble. « Bonjour, Madame Gisèle », salua Céline. « Oh, Céline, bonjour ma belle. Comment ça va ? » ?»« Je travaille, comme toujours. Et vous, comment allez-vous ? » ?»« Oh, je vis ma petite vie, tranquillement. Je regarde les voisins passer, » rit la vieille dame. « La vieillesse n'est pas une joie, mais ma curiosité, elle, est restée intacte. » Céline prit son courage à 2 mains. « Madame Gisèle, n'auriez-vous pas aperçu mon mari, Victor, ces derniers jours ? Il est parti voir ses parents, mais je me fais beaucoup de soucis. »« Ton Victor ? Bien sûr que je l'ai vu. Il est parti avant-hier matin, et il est revenu hier soir. Mais, il n'était pas seul. » Le cœur de Céline fit un bond terrifiant dans sa poitrine. « Pas seul ? » ?»« Non, il était avec une jeune femme. Une très belle femme, assise côté passager. Je me suis dit que c'était peut-être une parente, puisque vous allez souvent voir ses parents. » Céline sentit un froid glacial l'envahir de la tête aux pieds. Et à quoi ressemblait-elle ? Oh, la trentaine, je dirais. Brune, avec un très beau manteau élégant. Ils ne sont pas restés longtemps, à peine 15 minutes, et ils sont repartis.
Merci, Madame Gisèle. Je dois vite retourner au travail. Céline s'éloigna précipitamment, peinant à cacher le tremblement convulsif de ses mains. Tout ça semblait pour former un tableau terrifiant. Le ticket de restaurant pour deux. Des parents en parfaite santé, qui ignoraient tout de leur prétendue maladie. La femme dans la voiture. De retour à la bibliothèque, elle fut incapable de travailler. Ses pensées se bousculaient, et son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que les lecteurs l'entendaient. Vers le soir, Victor rentra à la maison. Il entra avec un grand sourire, et embrassa sa femme. « Me voilà rentré. Les parents vont beaucoup mieux, la fièvre a enfin baissé. » Céline le fixait, sans réussir à le reconnaître. Cet homme, avec qui elle avait partagé 23 années de sa vie, se tenait devant elle, et mentait effrontément. Il mentait avec un naturel déconcertant, et une conviction effrayante. « Victor, » commença-t-elle avec une prudence calculée. « Qui était cette femme, avec toi, hier soir ?» Le visage de Victor se crispa l'espace d'une seconde, mais il reprit très vite le contrôle. « Quelle femme ? » ? Madame Gisèle t'a vu avec une femme, dans ta voiture. Victor garda le silence un instant, puis il se mit à rire nerveusement. Ah, ça. Mais c'est Sylvie, la fille de Pierre. Elle m'a aidé à faire de grosses courses pour mes parents. Elle connaît bien les pharmacies du coin. Elle m'a juste déposé à la maison, c'est tout. L'explication semblait vaguement plausible, mais Céline avait bien vu le coin de ses lèvres tressaillir pendant qu'il parlait. Je vois, dit-elle simplement. Le dîner se déroula dans un silence lourd et pesant. Victor tenta à plusieurs reprises de relancer la conversation, mais Céline ne répondait que par des monosyllabes. La nuit venue, elle mit un temps infini à trouver le sommeil, allongée près de son mari, écoutant le rythme régulier de sa respiration. 23 ans de mariage. 23 ans. Elle croyait connaître cet homme comme elle-même, et elle réalisait aujourd'hui qu'elle ne le connaissait pas du tout. Le jeudi matin, Céline se réveilla avec un terrible mal de tête, et les idées embrouillées. Victor était déjà parti travailler, lui laissant un petit mot sur la table de la cuisine, « Je rentrerai tard ce soir. » Une réparation très complexe. « Je t'aime. » Elle froissa le papier, et le jeta violemment à la poubelle. Ce mot, amour, résonnait désormais comme la pire des insultes. À la bibliothèque, la journée s'étira, lente et douloureuse. Céline essayait de se concentrer, mais son esprit revenait sans cesse aux macabres découvertes de la veille. Le ticket de restaurant. La conversation surréaliste avec sa belle-mère. La femme dans la voiture. Tout cela ne pouvait pas être le fruit du hasard. À l'heure du déjeuner, elle prit une décision irrévocable. Elle ne pouvait plus rester assise, à se torturer avec des suppositions. Il fallait agir. Après le travail, Céline passa au grand supermarché. Si Jean et Claudine étaient réellement malades, ils auraient grand besoin d'aide. Et, s'ils ne l'étaient pas, elle découvrirait enfin la vérité. Elle remplit son chariot de produits frais, pour préparer des repas complets, parfaitement adaptés aux personnes âgées, un beau poulet pour le bouillon, des légumes frais, du fromage blanc, du lait, des flocons d'avoine. Elle décida de cuisiner plusieurs plats, qu'ils pourraient congeler, et réchauffer facilement. J'ai décidé de leur faire une surprise, de préparer une montagne de nourriture, et d'y aller sans prévenir, pensa-t-elle, en payant ses achats à la caisse. De retour chez elle, Céline se changea, et se mit immédiatement au fourneau. Elle lança le bouillon de volaille, prépara une farce pour des tomates, et pétrit une pâte à tarte. Travailler de ses mains l'avait toujours aidée à réfléchir calmement, mais elle devait d'abord retrouver la recette du gratin traditionnel que son beau-père adorait tant. Elle se souvenait l'avoir noté dans un vieux cahier, rangé quelque part dans le cellier. Le cellier se trouvait juste à côté de la cuisine. C'était un petit réduit obscur, où l'on gardait les bocaux de confiture, les vieilles affaires, et divers ustensiles. Céline alluma la lumière, et commença à fouiller les étagères. Sur la planche du haut, cachée derrière les pots de confiture, sa main heurta un objet dur, et plat. Elle le sortit, et découvrit un téléphone portable. Un vieux modèle,
qu'elle ne reconnaissait absolument pas. Son cœur s'emballa. Que faisait un téléphone inconnu, caché dans leur cellier? Céline appuya sur le bouton d'allumage. L'écran s'éclaira, affichant la photo d'un coucher de soleil paradisiaque. Plusieurs notifications de messages non lus apparurent. Les mains tremblantes, elle ouvrit la boîte de réception. Tous les messages provenaient du même contact, enregistré sous le nom de Sylvie. Mon Victor d'amour, tu me manques. Quand se voit-on? Hier soir, c'était une nuit magique. J'ai hâte de recommencer. Mon chéri, n'oublie pas d'acheter la crème dont je t'ai parlé. À la grande pharmacie du centre. Est-ce que ta femme se doute de quelque chose? Sois prudent. Céline lisait les messages, et le monde entier semblait vaciller autour d'elle. Les dates de l'historique montraient que cette liaison honteuse durait depuis des mois. Le dernier message avait été reçu ce matin même, je t'attends à notre endroit habituel, à 19h. J'ai trop hâte de te retrouver, mon amour. Ses doigts firent défiler la conversation vers le haut, de manière presque autonome. L'historique regorgeait de détails intimes, de projets de rendez-vous, et de stratégies élaborées pour cacher leur relation à sa femme. Je dirai à Céline que mes parents sont malades. Elle me croira, elle m'a toujours cru sur parole. Tu es si brillant, mon amour. Je te préparerai ta salade préférée. J'ai tellement hâte qu'on vive enfin ensemble. J'en ai assez de me cacher, comme une voleuse. Patiente encore un peu, mon soleil. Tout va bientôt s'arranger. Céline s'affaissa lourdement sur un tabouret, incapable de lâcher l'appareil maudit. Tout était donc vrai. Le ticket du restaurant chic, les voyages imaginaires pour soigner ses parents, la mystérieuse femme dans la voiture. Tout cela n'était qu'une sordide couverture, pour retrouver sa maîtresse. 23 ans de mariage. 23 ans. Elle s'était fiée aveuglément à cet homme, elle avait partagé son lit, et bâti des projets d'avenir avec lui. Et lui. Elle se fit violence pour arrêter de lire, et replaça doucement le téléphone derrière les bocaux. Il fallait agir avec prudence, et ne surtout pas céder à la panique. De retour dans la cuisine, Céline continua de cuisiner de manière purement machinale. Ses mains exécutaient les gestes habituels, tandis que son cerveau analysait la situation à une vitesse vertigineuse. Sylvie. Ce prénom lui semblait vaguement familier, mais elle ne se rappelait pas où elle l'avait entendu. Cette femme connaissait manifestement l'existence de l'épouse. Pire encore, ils discutaient ensemble de la meilleure façon de la berner. La viande grésillait dans la poêle, le bouillon frémissait dans la grande marmite, et Céline, debout devant la gazinière, sentait que quelque chose venait de se briser définitivement, tout au fond d'elle. Son cœur s'était comme transformé en un bloc de glace. Sa foi en l'humanité, en la famille, en cet homme avec qui elle avait passé la moitié de sa vie d'adulte, venait de s'effondrer pitoyablement. Vers 21h, la table était recouverte de boîtes hermétiques, remplies de petits plats, bouillon de volaille, farce préparée, ratatouille, et une quiche lorraine. Tout avait été cuisiné avec un soin infini. Si les parents de Victor étaient réellement souffrants, cette délicieuse nourriture les aiderait à reprendre des forces. Victor rentra vers 22h, entra dans la cuisine, et siffla d'admiration. « Waouh, quel festin! On fête quelque chose? » « J'ai cuisiné tout ça pour tes parents, » répondit Céline, sans lever les yeux de l'évier, où elle faisait la vaisselle. « Je me suis dit qu'ils auraient bien besoin d'aide. » « Céline, c'est vraiment adorable de ta part, mais tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal. Pierre est là, il gère très bien la situation. Je veux les aider, moi aussi. J'irai demain, pour leur déposer à manger. » Victor se figea, tenant une boîte de nourriture entre ses mains. « Pourquoi veux-tu y aller? Je t'ai dit que c'était très contagieux. » « Victor, je ne m'approcherai pas d'eux. Je déposerai juste les plats, et je repartirai. J'ai envie de participer, moi aussi, et de prendre soin de ta famille. Céline, je t'en supplie, c'est inutile. Ils sont vraiment mal en point. La moindre visite pourrait les perturber.
Sa voix trahissait, de nouveau, cette nervosité si particulière, qu'elle connaissait désormais trop bien. Très bien, accepta-t-elle, faussement vaincue. Dans ce cas, c'est toi qui leur apporteras cette nourriture demain. Bien sûr, je m'en occupe sans faute. Mais Céline savait déjà la cruelle vérité, il n'irait pas chez ses parents. Il irait rejoindre sa chère Sylvie, et lui offrirait ses petits plats. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil, allongée dans l'obscurité, écoutant la respiration régulière de son mari. Comment pouvait-il dormir sur ses deux oreilles? Comment pouvait-il mentir au quotidien, la regarder droit dans les yeux, et mentir avec tant d'aplomb? Le lendemain matin, une fois Victor parti au travail, Céline appela la bibliothèque pour prévenir qu'elle était souffrante. C'était son premier mensonge depuis des années, et elle sourit amèrement, face à l'ironie de la situation. Elle disposait maintenant d'une journée entière pour rassembler des preuves irréfutables. Elle commença par se rendre à la pharmacie, celle mentionnée par Sylvie dans les fameux SMS. C'était une grande officine du centre-ville, proposant un large choix de médicaments, mais aussi de produits cosmétiques. Une jeune femme en blouse blanche se tenait derrière le comptoir. « Bonjour », commença Céline. « Mon mari est venu hier, pour acheter des médicaments pour ses parents. Il s'appelle Victor. Pourriez-vous me dire ce qu'il a pris exactement? Je voudrais vérifier s'il n'a rien oublié d'important. » La jeune employée tapa sur son clavier d'ordinateur. « Victor? Oui, je l'ai trouvé. Mais, c'est étrange, il n'a pas acheté de traitement pour des personnes âgées. » Qu'a-t-il acheté, alors? Une crème hydratante de luxe pour le visage, des compléments alimentaires pour jeunes femmes, et, la jeune fille rougit légèrement, des préservatifs haut de gamme. Le visage de Céline se figea, tel un masque de marbre. « Je vous remercie pour ces précieuses informations. Ce n'était peut-être pas votre mari? C'est vrai que c'est un assortiment surprenant, pour soigner des parents malades. » Non, c'était bien lui. Merci beaucoup. En sortant de la pharmacie, Céline s'assit dans sa voiture, et resta quelques minutes immobile, serrant le volant de toutes ses forces. Une crème pour le visage, des vitamines pour une jeune femme, des préservatifs. Difficile de trouver des preuves plus accablantes. Pourtant, elle décida de poursuivre son enquête, sans relâche. Elle devait aller jusqu'au bout. Sa prochaine étape fut une station-service, située sur la route principale menant au village de ses beaux-parents. S'il était réellement allé les voir, il s'était forcément arrêté ici pour faire le plein d'essence. La station était familière, moderne, équipée d'un petit café, et d'une boutique bien achalandée. Céline se gara près d'une pompe, et commença à servir le carburant. « Céline » s'étonna une voix familière dans son dos. En se retournant, elle aperçut Antoine, un collègue plus âgé qui travaillait avec Victor à l'atelier. Ils se connaissaient depuis de très longues années. « Bonjour, Antoine. Comment allez-vous? » « Oh, on fait aller. Et vous, où allez-vous comme ça? » « Je passe voir les parents de Victor. Ils sont très souffrants. » Antoine haussa un sourcil, visiblement extrêmement surpris. « Souffrant? C'est curieux. Au travail, Victor a dit tout autre chose. » Le cœur de Céline eut un terrible raté. Qu'a-t-il dit? Il a posé des jours de congé cette semaine. Il a dit qu'il avait des affaires personnelles très urgentes à régler en ville, mais il n'a pas glissé un seul mot sur ses parents. Céline s'efforça de garder une voix parfaitement neutre. Il n'a peut-être pas voulu ébruiter l'affaire. Vous savez, certaines personnes sont très discrètes lorsqu'il s'agit de questions de santé. C'est possible, admit Antoine, dubitatif. Mais, il avait l'air tellement joyeux quand il a demandé son congé. Il ne ressemblait pas du tout à un homme dont les parents sont malades. Je comprends. Bon, je dois y aller. Remettez mes salutations à ses parents, et souhaitez-leur un très prompt rétablissement. Céline hocha la tête, et remonta dans sa voiture. Ses mains tremblaient avec une telle violence qu'elle mit plusieurs secondes à tourner la clé de contact. Des affaires personnelles en ville.
Un air rayonnant et joyeux. Tout était désormais définitivement limpide. Elle conduisit jusqu'au café le plus proche, et s'y arrêta. Elle devait prendre une décision capitale, aller chez ses beaux-parents, ou faire demi-tour. Assise à une petite table, devant un café noir, Céline analysait la situation avec lucidité. Elle avait réuni toutes les preuves de son abjecte infidélité, les messages cachés, les achats à la pharmacie, les mensonges honteux sur ses jours de congé. Elle aurait pu rentrer chez elle immédiatement, et déclencher une dispute mémorable. Mais, une petite voix intérieure exigeait qu'elle voie tout de ses propres yeux. On ne met pas fin à 23 ans de mariage, sur de simples soupçons indirects. Il lui fallait le tableau complet. Elle finit son café, et retourna à sa voiture. Sa décision était prise, et irrévocable. Le trajet jusqu'au village dura environ 1 heure. Céline roulait lentement, ressassant chaque détail des derniers jours. Les absences inexpliquées de son mari ne dataient pas d'hier. Avec le recul, elle comprenait que les signes suspects s'étaient accumulés, de manière insidieuse, depuis plusieurs mois. Les heures supplémentaires au travail étaient devenues anormalement fréquentes. Victor soignait davantage son apparence, et achetait de nouveaux vêtements élégants. À la maison, il était souvent distrait, ou plongé dans de profondes rêveries. Elle avait toujours mis cela sur le compte de la fatigue, et du stress au travail. Qu'elle avait été aveugle. La petite ville où vivaient Jean et Claudine l'accueillit avec ses rues paisibles. De petites maisons individuelles, beaucoup de verdure, et une ambiance provinciale rassurante. Céline n'y était pas venue depuis 6 mois, mais rien n'avait changé. La maison de ses beaux-parents se trouvait dans une rue très calme, entourée d'arbres fruitiers magnifiques. C'était une bâtisse de plain-pied, dotée d'un grand potager, et d'une serre. Céline se gara un peu plus loin, et observa la maison pendant quelques minutes. La voiture de Victor n'était pas dans la cour. La lumière filtrait aux fenêtres, et de la fumée s'échappait de la cheminée, il y avait donc quelqu'un à l'intérieur. Céline sortit les boîtes de nourriture du coffre, et s'approcha du portail. Son cœur tapait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende depuis la rue. Elle frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, des bruits de pas résonnèrent, et la porte s'ouvrit en grand. Sur le seuil se tenait Jean, frais et pimpant, les joues roses, vêtu de sa grosse salopette de jardinage. Il n'avait absolument pas l'air d'un malade. « Céline » s'exclama-t-il, ravi. « Quelle merveilleuse surprise !» « Entre vite te réchauffer. »« Bonjour, Jean. Comment vous sentez-vous ?»« Mais très bien, ma fille. Je reviens tout juste du potager, je récoltais nos dernières courgettes. »« D'où viens-tu comme ça ?» Depuis le fond de la maison, la voix de Claudine retentit. « Jean, qui est à la porte ?»« C'est Céline, elle est venue nous faire une visite. »« Ma petite Céline. » Claudine apparut dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine. Quelle immense joie! Viens dans la cuisine, je vais préparer un bon thé. Céline pénétra dans cette cuisine qu'elle connaissait si bien, et déposa les lourdes boîtes sur la table. Je vous ai apporté des petits plats faits maison. On m'a dit que vous étiez très souffrant. Les 2 époux échangèrent un regard totalement perplexe. Souffrant, s'étonna Jean. Mais nous sommes en pleine forme, Dieu merci. D'où sors-tu ces rumeurs folles ? Victor m'a dit que vous aviez beaucoup de fièvre, et que le médecin vous avait prescrit un traitement en urgence. Ma chérie, répondit Claudine avec une grande douceur, Jean et moi n'avons absolument pas été malades. Victor n'est pas passé nous voir depuis plus d'1 mois, et la dernière fois qu'il est venu, nous n'avions aucun problème de santé. Céline s'assit lourdement sur une chaise, sentant ses jambes flancher sous son poids. Mais, il a dit qu'il était venu vous voir plusieurs fois, ces dernières semaines. Non, ma chérie. Il n'est pas venu. Les personnes âgées la regardaient avec une inquiétude grandissante. Céline, il s'est passé quelque chose de grave, demanda Jean. Tu es toute pâle. Elle ne pouvait pas leur dire la cruelle vérité. Ces gens adoraient leur fils, et en étaient si fiers. Pourquoi détruire leur tranquillité, et leur bonheur ?
Non, tout va bien. C'est juste. C'est sans doute un mauvais malentendu. Elle se leva, et reprit ses boîtes dans ses bras. Puisque vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas besoin de toute cette nourriture. Mais si, voyons, laisse tout ça, protesta Claudine. Un bon petit plat maison, ça ne se refuse jamais. Merci beaucoup, ma fille. Tu veux rester dîner avec nous, proposa Jean. Ça fait si longtemps, on pourrait discuter un peu. Non, je vous remercie infiniment. Je dois rentrer chez moi. Céline prit congé à la hâte et quitta précipitamment la maison. Elle s'installa dans sa voiture et resta pétrifiée de longues minutes, le regard fixé, dans le vide, sur le pare-brise. Tout était désormais d'une clarté effroyable. Personne n'était malade. Il n'y avait eu aucun trajet de dévouement filial. Pendant tout ce temps, Victor rejoignait sa maîtresse, tout en jouant la comédie du fils attentionné. Elle démarra le moteur, et reprit la route. Il fallait rentrer à la maison, et se préparer à affronter son mari. En conduisant, Céline réfléchissait, méthodiquement, à ce qu'elle allait lui dire. Devait-elle jeter toutes les preuves sur la table, provoquer une scène terrible, ou essayer de le pousser aux aveux? Mais, avant tout, elle devait répondre à la question la plus importante. Qu'allait-elle faire, maintenant? Pardonner, et tenter de sauver son mariage, ou mettre un point final à une relation bâtie sur le mensonge? À 48 ans, Céline avait une règle de vie très stricte, la tromperie est impardonnable. On peut excuser beaucoup de choses, la colère, le manque d'attention, ou même une maladresse occasionnelle. Mais, le mensonge détruit les bases de la confiance, et sans confiance, aucune relation n'est possible. Or, Victor lui mentait depuis des mois. Un mensonge calculé, ingénieux, qui lui servait froidement, en la regardant droit dans les yeux. En arrivant chez elle, sa décision était fermement prise. À la maison, Céline s'assit à la table de la cuisine, et essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées tumultueuses. Une douleur sourde pulsait dans ses tempes, et ses mains tremblaient encore un peu, suite à sa visite chez ses beaux-parents. Tout n'était donc que mensonge. Absolument tout. Elle jeta un œil à l'horloge murale, il était 17h30. Victor rentrait généralement du travail vers 19h. Elle avait largement le temps de se préparer à l'affrontement, mais il lui restait un dernier détail crucial à vérifier. Céline composa de nouveau le numéro de Claudine. « Allô ?» répondit la voix familière de la vieille dame. « Claudine, c'est encore moi. Pardon de vous déranger à nouveau. » « Mais non, ma chérie. Tu es bien rentrée ? » ?»« Très bien, merci. Dites-moi, où est votre voisine, Madame Véronique ? Je voulais passer la saluer, mais j'ai oublié de vous le demander. » Oh, Véronique est partie dans la maison de campagne de sa fille, la semaine dernière. Elle a dit qu'elle y resterait un bon mois pour s'occuper de ses petits-enfants, alors sa belle maison est inoccupée en ce moment. Le sang de Céline se glaça dans ses veines. Et qui a gardé les clés de sa maison ? C'est nous qui surveillons. D'ailleurs, Victor a pris un double des clés, il a dit qu'il passerait de temps en temps, pour vérifier que tout allait bien. Je vois. Merci beaucoup. Mais, qu'y a-t-il, Céline ? Ta voix est vraiment bizarre. Non, rien. Tout va très bien. Au revoir. Céline raccrocha, et enfouit son visage entre ses mains. Le tableau devenait encore plus sordide, plus misérable. Victor utilisait la maison de la voisine pour retrouver sa maîtresse. Il avait pris les clés, sous prétexte de surveiller la demeure, et y avait installé son petit nid d'amour secret. La nausée lui monta violemment à la gorge. Comment pouvait-on tomber aussi bas ? Tromper sa femme, inventer une fausse maladie pour ses parents, et utiliser la maison d'autrui pour commettre l'adultère. Le téléphone sonna de nouveau. Le nom de son mari s'afficha, lumineusement, sur l'écran. Céline, salut. Je vais rentrer tard ce soir, vers 21h, peut-être 22h. J'ai une très grosse réparation sur les bras. Ne m'attends pas pour le dîner. D'accord, répondit-elle,
d'une voix aussi neutre et plate que possible. Ça va? Tu as l'air vraiment fatigué. Oui, un peu fatigué par le travail. Repose-toi bien, ma chérie. Je rentre vite. Après cet appel, Céline relut, une dernière fois, la conversation sur le téléphone caché. Les messages ne laissaient place à aucun doute. Ce soir, il s'était donné rendez-vous à 19 heures, à l'endroit habituel. Cela signifiait qu'en ce moment même, Victor était avec cette Sylvie. Très probablement, dans la maison de Madame Véronique. Sa décision fusa, instantanément. Céline se leva, et se dirigea vers l'entrée. Elle devait s'y rendre sur le champ. Pas demain, pas dans une heure. Tout de suite. Elle voulait tout voir de ses propres yeux. Après 23 ans de mariage, elle avait le droit absolu de connaître toute la vérité, jusqu'au bout. Sur le chemin du retour, vers le village de ses beaux-parents, Céline répétait mentalement la scène à venir. Que allait-elle dire? Comment allait-elle réagir, face à eux? Dans la poche de son manteau, le deuxième téléphone de Victor, avec tous ses messages, constituait une preuve irréfutable de sa trahison. Au fond d'elle-même, une infime lueur d'espoir subsistait malgré tout, et si ce n'était qu'un mauvais rêve? Et si elle se trompait lourdement, et que Victor trouvait une explication miracle à tout cela? Mais sa raison la rappelait à l'ordre, il n'y aurait aucune explication. L'épreuve était beaucoup trop accablante. À la radio, le présentateur annonçait une vague de froid, la hausse du prix du carburant, et les prochains événements culturels de la région. La vie normale suivait son cours, avec une ironie mordante, tandis que son propre monde s'effondrait sous ses yeux. La maison de Madame Véronique se trouvait à 3 petites rues de chez les parents de Victor. C'était une demeure soignée, très mignonne, avec un joli palissandre, et un vieux pommier dans la cour. Céline se souvenait très bien de cette charmante retraitée, qui distribuait toujours de belles pommes aux enfants du quartier. En se garant prudemment dans une ruelle adjacente, Céline aperçut la voiture de son mari, stationnée juste à côté de la maison. Derrière, se trouvait une autre voiture, une berline rouge qu'elle n'avait jamais vue. Son cœur battait si fort qu'il bourdonnait dans ses oreilles. Il était donc bien là, et il n'était pas seul. Elle sortit de son véhicule, et s'avança, à pas lents, vers le portillon. Aux fenêtres, une douce lumière tamisée brillait. Derrière les épais rideaux, on devinait distinctement des silhouettes enlacées. Céline poussa la petite barrière, qui n'était pas verrouillée. Elle remonta l'allée en silence, jusqu'au perron. La porte d'entrée, elle non plus, n'était pas fermée à clé. De l'intérieur, des voix douces et des rires s'échappaient, flottant dans l'air frais. Céline s'immobilisa sur le seuil. C'était sa dernière chance de faire demi-tour, de faire semblant de ne rien savoir, et de continuer à vivre dans l'ignorance rassurante de son monde familier. Mais non. Après tout ce qu'elle avait découvert, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle franchit courageusement le seuil, et referma doucement la porte derrière elle. L'entrée était plongée dans la pénombre, mais la lumière chaude et sensuelle d'une lampe de bureau filtrait depuis le salon. Un manteau de femme était accroché au porte-manteau, ce même manteau bordeaux élégant que sa voisine avait décrit. Juste en dessous, se trouvait une paire de chaussures à talons hauts, visiblement très onéreuse. Il m'est arrivé une histoire tellement drôle, au travail, racontait la voix de Victor, avec entrain. Un client m'a apporté un aspirateur, et il me dit. Raconte, raconte, s'esclaffa la voix féminine, pleine d'admiration. Tu imites tellement bien les gens. Céline s'approcha à pas de loup de la porte entr'ouverte du salon, et jeta un œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit faillit la faire tomber dans les pommes. Mon mari m'a annoncé que ses parents étaient gravement malades, et il est parti en urgence pour leur apporter des médicaments. J'ai décidé de leur faire une surprise, j'ai préparé une montagne de nourriture, et je suis allée chez eux, sans prévenir. Mais, quand je suis entrée doucement dans la maison, j'ai failli m'évanouir en voyant la scène. Sur le canapé, serrés l'un contre l'autre, étaient assis Victor et une femme d'environ 35 ans, svelte, avec des cheveux bruns mi-longs, vêtue d'une élégante robe bordeaux. Sur la table basse, disposée devant eux, reposaient des verres de vin, de ravissantes assiettes de toast, et des bougies allumées.
Mais, ce n'était pas tout. L'aménagement de la pièce prouvait, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'en était pas à leur coup d'essai. Sur le rebord de la fenêtre trônait un petit vase, rempli de fleurs fraîches. Sur une étagère, s'alignaient des parfums de luxe, des cosmétiques et des magazines féminins. Dans un coin, un grand miroir avait été accroché au mur, un miroir qui n'avait jamais été là auparavant. La pièce avait été totalement aménagée, comme si un jeune couple y vivait à plein temps. Victor portait un jean confortable et une belle chemise que Céline lui avait offerte pour son anniversaire. Il avait l'air détendu, épanoui et rayonnant. Cela faisait bien longtemps qu'elle ne l'avait pas vu ainsi. La femme lui chuchotait quelque chose à l'oreille, et il riait, en l'embrassant passionnément dans le cou. « Mon petit Victor, quand est-ce qu'on arrêtera de se cacher ?» demanda-t-elle, en caressant son bras avec tendresse. « J'en ai vraiment assez de nos rendez-vous secrets. » « Patiente encore un peu, ma Sylvie. Tout va s'arranger, je te l'ai promis. » Elle ne se doute vraiment de rien. « Céline ? Tu plaisantes. » Elle est tellement absorbée par son travail, qu'elle ne remarquerait même pas un éléphant dans le couloir. Elle a avalé cette histoire de parents malades, sans poser la moindre question. Sylvie partit d'un grand éclat de rire cristallin. La pauvre femme. Elle ne se doute sûrement pas que son mari mène une double vie, depuis 1 an et demi. Elle saura tout, très bientôt. Après le nouvel an, je lui avouerai tout, et je demanderai le divorce. En attendant, pourquoi la traumatiser ? Qu'elle profite de ses illusions. Tu es sûr d'être prêt pour un tel pas ? 23 ans de mariage, ce n'est pas rien. Mon amour, de quoi parles-tu ? Nous sommes devenus de parfaits étrangers depuis longtemps. Nous vivons comme de simples colocataires, dans un appartement. Il n'y a plus aucun sentiment, aucune intimité. Elle refusait même d'avoir des enfants. Oui, tu me l'as dit. Mais elle avait des problèmes de santé pour tomber enceinte, non ? Des problèmes ? Tu parles. Elle ne voulait tout simplement pas d'enfants. Elle prétendait que sa carrière était plus importante, et maintenant qu'elle a 48 ans, il est un peu tard. Céline eut le souffle coupé par cette atrocité. Comment osait-il mentir ainsi ? Ils avaient surmonté ensemble chaque échec douloureux, ils avaient enchaîné les rendez-vous médicaux humiliants, et ils avaient pleuré ensemble à chaque test négatif. « Tu as vraiment envie d'avoir des enfants avec moi ? Demanda Sylvie, en se blottissant encore plus contre lui. Bien sûr que oui. Tu es jeune, tu es en pleine santé, on y arrivera très vite. C'est peut-être déjà le cas, d'ailleurs. Il posa tendrement la main sur le ventre plat de la jeune femme. C'est encore trop tôt pour le dire, mais j'ai un petit soupçon. Victor s'illumina d'un sourire radieux, et l'embrassa fougueusement. Si c'est vrai, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Céline fut prise de violents vertiges. Ils ne faisaient pas que se fréquenter en cachette, ils construisaient un avenir commun. Ils attendaient peut-être même un enfant. 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, il préparait patiemment son divorce, voyait une autre femme, faisait des projets avec elle, tout en lui mentant effrontément, tous les jours. Elle fit un pas en avant, de manière presque involontaire, et le plancher craqua bruyamment sous son pied. Victor et Sylvie se tournèrent vivement vers la porte. Un silence de mort plana dans la pièce, pendant de longues secondes. Victor devint livide. Ses yeux s'écarquillèrent d'effroi. Sylvie haussa les sourcils, surprise, mais ne sembla pas particulièrement bouleversée par l'intrusion. Céline finit par balbutier Victor, en se levant lentement du canapé. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « À ton avis ?» répondit calmement Céline, en pénétrant au centre du salon. Elle balaya la pièce du regard, notant chaque détail de leur petit nid douillet. Sur le meuble de la cuisine trônait une machine à café haut de gamme, le modèle exact qu'elle lui réclamait depuis des mois, mais qu'il jugeait beaucoup trop onéreuse. Des magnets de différentes villes étaient aimantés sur la porte du réfrigérateur. De toute évidence, ils avaient voyagé ensemble, en cachette. « Vous vous êtes bien installé, poursuivit-elle, d'un ton glacial. Dans la maison d'une autre, et avec des clés volées.
Victor se mit à boutonner frénétiquement sa chemise, qui était ouverte, de façon suggestive, presque jusqu'au nombril. Céline, je peux tout expliquer. M'expliquer? Céline eut un petit rire, totalement dénué de joie. Tu vas m'expliquer comment tu m'as mené en bateau pendant 1 an et demi? Comment tu as menti sur la santé de tes pauvres parents? Comment tu as profité de la maison d'une vieille dame innocente, pour tes petites sauteries? Comment sais-tu que ça fait 1 an et demi? Demanda Victor, totalement déboussolé. Et comment crois-tu que je le sais? Grâce à ton deuxième téléphone, que tu as si mal caché dans notre cellier. Céline sortit l'appareil de sa poche, et le lui montra comme une arme. Vos échanges sont très touchants. J'ai particulièrement apprécié le passage où vous vous moquez ouvertement de ma bêtise, et de ma naïveté. Le visage de son mari se décomposa. Il comprit que la partie était bel et bien terminée. Sylvie, de son côté, se leva du canapé, et s'approcha d'eux. De près, elle était encore plus ravissante, des traits parfaits, un maquillage impeccable, une silhouette de mannequin. À son cou, brillait une chaîne en or, ornée d'un élégant pendentif. Céline avait demandé exactement le même bijou pour leur grand anniversaire de mariage, mais son mari lui avait rétorqué que, à leur âge, ce genre de bijoux était totalement déplacé. Vous êtes donc sa fameuse épouse, déclara Sylvie, avec un calme olympien, toisant Céline de la tête aux pieds. Victor m'a beaucoup parlé de vous. Sylvie, je t'en prie, ne fais pas ça, tenta d'intervenir Victor, paniqué. Pourquoi m'arrêter? Elle sait déjà tout. À quoi bon faire semblant? Céline observait cette jeune femme, et sentait la colère bouillonner en elle. Ni de la jalousie, ni de la douleur amoureuse, juste de la rage pure, et incandescente. Comment osait-elle parler avec tant de désinvolture, face à la destruction d'une famille? Je suis curieuse d'entendre ce qu'il vous a raconté, dit Céline, croisant les bras. Sylvie, ferme-la, lança Victor d'un ton sec, mais la jeune femme n'avait pas la moindre intention de se taire. Il m'a dit que vous étiez une femme froide, distante, et que vous viviez comme de simples colocataires, pas comme de véritables époux. Que seul votre travail comptait pour vous, et que vous vous fichiez éperdument de votre mari. Chaque mot claquait dans l'air, comme une gifle. Il m'a avoué que, depuis très longtemps, il n'était plus du tout heureux avec vous, poursuivit Sylvie, avec assurance. Que vous ne le compreniez pas, que vous ne le souteniez jamais, et qu'il étouffait littéralement dans ce mariage sans vie. Ça suffit, hurla Victor, au désespoir. Sylvie, tais-toi. Mais elle était inarrêtable. Il m'a dit qu'après votre divorce, nous allions nous marier, et fonder une vraie famille. Il a toujours rêvé d'avoir des enfants, mais vous refusiez d'en avoir. Je n'ai jamais refusé, murmura Céline, la gorge nouée. Nous n'y sommes simplement jamais arrivés. Oh, s'il vous plaît, ricana Sylvie, méprisante. Victor m'a expliqué que vous trouviez toujours une bonne excuse. Que vous étiez une épouse très pratique, au fond, pas de scandale, pas de caprice, vous vous contentiez de peu, comme toujours. Céline sentit ses joues brûler de honte, et d'une indignation féroce. Ainsi, à ses yeux, toutes ses plus grandes qualités, sa patience, sa compréhension, son dévouement inébranlable, n'étaient que de vulgaires faiblesses. Il a aussi ajouté que vous vous laissiez complètement aller, ajouta Sylvie, la jaugeant avec un profond mépris. Et que vous vous habillez comme une petite bibliothécaire de province. C'est mon métier, je suis bibliothécaire, répliqua Céline, avec une grande dignité. Eh bien, ça se voit, malheureusement. Victor m'a raconté que vous aviez refusé de déménager dans la grande métropole, lorsqu'on lui avait proposé un poste en or. Que vous ne vouliez pas quitter vos petites habitudes. C'est faux, on m'avait proposé la direction de la grande bibliothèque régionale, mais j'ai refusé ce poste de rêve pour qu'il puisse garder son emploi ici, protesta Céline, piquée au vif. Vous voyez bien, triompha Sylvie, avec un rictus victorieux. Vous faites toujours passer vos propres intérêts avant ses besoins. Ce raisonnement était tellement tordu, tellement inversé, que Céline resta un instant sans voix. Très bien, dit-elle enfin, étonnée par son propre flegme.
C'est donc entièrement ma faute. Je suis une femme froide, égoïste, qui déteste les enfants, s'habille mal, et sacrifie son mari pour son propre confort. Et toi, bien sûr, tu es la victime innocente dans l'histoire. Victor fit un pas désespéré vers elle. Céline, je t'en prie, tu ne comprends pas. Aussi, je comprends. Je comprends mieux que jamais. Elle se tourna sèchement vers Sylvie. Et vous, vous saviez pertinemment qu'il était marié, lorsque vous avez commencé cette liaison? Évidemment que je le savais, répondit l'autre, imperturbable et fier. Dès le premier jour, il m'a confié qu'il était très malheureux en ménage. Et ça ne vous a posé absolument aucun problème moral? Pourquoi ça m'en poserait? Les gens ont le droit au bonheur. Si un mariage est un échec total, pourquoi s'acharner à le continuer? Je vois. Et le fait qu'il m'ait menti tous les jours pendant 1 an et demi, qu'il m'ait trahi dans mon dos, et qu'il m'ait fait paniquer pour la santé de ses parents. C'est aussi son droit au bonheur? Sylvie haussa les épaules, avec une moue dédaigneuse. Il voulait juste vous épargner de la souffrance avant l'heure. C'était plutôt noble et humain de sa part. Quelle noblesse d'âme incroyable, remarqua sèchement Céline. Elle s'adressa ensuite, directement, à Victor. Dis-moi la vérité, essaie au moins d'être sincère pour une seule fois, quand as-tu réalisé que tu ne m'aimais plus? Victor baissa piteusement les yeux vers le sol. Céline, c'est compliqué. Réponds à ma question, sans détour. Sans doute. Sans doute depuis quelques années déjà. 5 ou 6 ans, peut-être. Nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé honnêtement à ce moment-là? Pourquoi as-tu continué à vivre avec moi, comme si de rien n'était? Je croyais que ça allait s'arranger avec le temps, que les sentiments finiraient par revenir. Mais, quand j'ai rencontré Sylvie, j'ai compris qu'ils ne reviendraient pas. Oui, avoua-t-il, à voix très basse. Céline acquiesça, lentement. Enfin une réponse honnête de ta part. Donc, tu avais prévu de demander le divorce juste après le Nouvel An? Céline. Réponds. Oui, murmura-t-il, de plus en plus bas. C'était bien mon intention. Et, pendant tout ce temps, tu comptais garder le silence absolu? Tu allais me mentir, jour après jour, avec le sourire? Je ne voulais pas te faire de mal. Ne pas me faire de mal? Céline rit jaune, le regard rempli de larmes retenues. Victor, crois-tu vraiment que je ne souffre pas en ce moment? Crois-tu que de découvrir la vérité de cette horrible façon, ce n'est pas une souffrance? J'espérais pouvoir régler tout ça en douceur. En douceur? Mentir pendant 1 an et demi à sa femme, c'est ça que tu appelles agir en douceur? Victor se tut, conscient que ses excuses n'avaient plus aucun sens. Céline inspecta de nouveau la pièce, avec un regard analytique. Sur la table, traînaient quelques documents imprimés. Elle s'approcha, et aperçut des brochures luxueuses d'agences de voyage. Vous prépariez votre lune de miel, demanda-t-elle, sarcastique. Victor et Sylvie échangèrent un regard très embarrassé. Nous pensions partir à l'île Maurice, une fois la situation réglée avec toi, admit-il. Avec mon argent? Mais qu'est-ce que je demande? Bien sûr que c'est avec mon argent que vous comptiez partir en lune de miel. Parce qu'avec ton petit salaire de réparateur, tu couvres à peine tes propres dépenses. Le loyer, les courses, tes vêtements. C'est moi qui paie absolument tout, Victor. Victor blêmit, sous le coup de l'humiliation. Céline, tu es très injuste. Injuste? Faisons les comptes, si tu le veux bien. Combien te coûtent toutes ces petites escapades romantiques? Les restaurants chics, les cadeaux, les factures de cette maison que vous squattez. Où trouves-tu cet argent? Ce sont mes économies personnelles. Quelles économies, Victor? Tu n'as jamais mis un sou de côté. Dès que ton salaire tombe, tu le dépenses. Ce qui signifie, très clairement, que tu finances ta maîtresse avec le budget de notre ménage. Sylvie s'offusqua, prenant un air outré.
Écoutez, je ne suis pas une femme entretenue. J'ai un emploi, moi aussi, figurez-vous. Et quel est votre métier formidable, s'enquit Céline. Je travaille dans un salon de beauté. Je suis coiffeuse visagiste professionnelle. Je vois. Et vous gagnez bien votre vie avec ça? Assez pour en vivre très confortablement. Mais certainement pas assez pour payer les dîners au restaurant, et les cadeaux hors de prix que mon mari vous offre si généreusement. Ce n'est plus votre mari, s'emporta Sylvie, rouge de colère. C'est mon homme, depuis 1 an et demi. Légalement, il est encore mon mari, et officiellement, il vit sous mon toit, à mes frais, comme un parasite. Céline se tourna vers Victor, avec un sourire amer, merveilleux. Non seulement tu me mentais, mais en plus, tu puisais dans l'argent du foyer pour tes infidélités. Le tableau est d'une clarté absolue. Céline, tu exagères tout, comme d'habitude. J'exagère? Très bien, soyons précis. Combien de fois par semaine vous voyez-vous, en cachette? Victor gardait le silence, tête baissée. Réponds, puisque tu as décidé de jouer franc jeu ce soir. 2 ou 3 fois. Où, en général? Ici, ou au café en ville? Aux 2. Et qui paie l'addition? Moi. Donc, le compte joint. C'est très clair. Et les jolis cadeaux pour Sylvie, tu les paies aussi avec l'argent du foyer conjugal? Victor fit oui de la tête, sans oser lever les yeux vers elle. C'est parfait. Autrement dit, j'ai moi-même financé, sans le savoir, l'adultère de mon propre mari. C'est presque comique, quand on y réfléchit bien. Sylvie s'immisça dans la conversation, de plus en plus agressive. Écoutez, vous parlez de lui comme s'il était un dangereux criminel. Les gens tombent amoureux, c'est dans l'ordre des choses de la vie. Ce n'est pas de sa faute s'il ne vous aime plus, et s'il a trouvé mieux ailleurs. Vous avez raison sur un point, concéda Céline, avec calme. Les sentiments peuvent s'éteindre, c'est vrai. Mais il y a un monde entre l'avouer honnêtement, et mentir pendant 1 an et demi, tromper sa femme dans son dos, et dépenser l'argent du ménage pour entretenir une maîtresse. Il voulait juste vous épargner cette douleur. Et comment pensez-vous que je me sens, là, tout de suite? Vous croyez vraiment que je ne souffre pas le martyre? Sylvie haussa les épaules, affichant une froideur déconcertante. C'est douloureux, certes. Mais au moins, maintenant, vous savez toute la vérité, et vous allez pouvoir refaire votre vie de votre côté. Quelle grande sagesse, pour une femme de votre âge. Dites-moi, si demain Victor croise une autre femme plus jeune, et décide qu'il ne vous aime plus, vous tiendrez toujours ce beau discours philosophique sur le droit absolu au bonheur? Le visage de Sylvie s'assombrit brusquement. Ça n'arrivera pas. D'où vous vient cette si belle certitude? Il a déjà prouvé, par ses actes, qu'il était parfaitement capable de tromper, et de mentir avec aisance. Avec moi, c'est différent. C'est exactement ce que je me disais, il y a 23 ans. Victor prit enfin la parole, levant les mains pour calmer le jeu. Céline, ça suffit. Je comprends que tu sois furieuse, mais ne passe pas tes nerfs sur Sylvie. Elle n'y est pour rien. Passer mes nerfs sur elle? Céline le regarda, totalement stupéfaite par son audace. Victor, je ne suis pas furieuse. Je suis déçue. Profondément déçue par toi, déçue par notre mariage, déçue d'avoir sacrifié 23 ans de mon existence pour un homme capable d'une telle lâcheté. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est la vie. Les gens changent, les sentiments s'envolent avec le temps. Les sentiments s'envolent, mais les mensonges honteux restent. Les sentiments s'envolent, mais le vol de notre argent commun, lui, continue allègrement. Victor ne sut quoi répondre à cela. Tu sais ce qui me sidère le plus, dans cette histoire, reprit Céline, avec une tristesse infinie. Ce n'est pas que tu aies rencontré quelqu'un d'autre. C'est le genre de choses qui arrivent, hélas. Ce qui me sidère, c'est la manière lâche dont tu as procédé. Ce mensonge quotidien.
Cette comédie grotesque, avec tes parents prétendument malades. L'appropriation malhonnête de la maison d'une amie. L'argent de notre foyer, dilapidé pour couvrir ta maîtresse de cadeaux. Je cherchais à ne blesser personne. Ne blesser personne? Et comment crois-tu que je me sens, aujourd'hui? Découvrir la vérité d'une telle manière, c'est une véritable torture. Je pensais pouvoir rompre en douceur, quand le moment serait venu. En douceur? Mentir pendant 1 an et demi, c'est rompre en douceur, selon toi? Sylvie s'en mêla une fois de plus, incapable de rester silencieuse. Et qu'aurait-il dû faire, selon vous? Demander le divorce du jour au lendemain? Vous jeter à la rue, du jour au lendemain? Il aurait dû me dire la vérité, tout simplement, trancha Céline. L'année dernière, lorsqu'il a compris qu'il était amoureux d'une autre femme, il aurait dû venir me parler, franchement, d'adulte à adulte. Et qu'auriez-vous fait, à sa place? Nous aurions divorcé de manière civilisée, nous aurions partagé nos biens, et nous nous serions séparés, sans esclandre ni accusation futile. Vous en êtes certaine? Absolument certaine. Je ne suis pas du genre à retenir un mari contre son gré. Victor releva lentement la tête, et la regarda dans les yeux. Vraiment? Vraiment. Si tu m'avais dit, il y a 1 an, que tu en aimais une autre et que tu voulais divorcer, j'aurais accepté, sans faire de drame. Mais tu as préféré la facilité, et tu as préféré mentir. J'avais peur, Céline. Peur de quoi? J'avais peur que tu fasses un scandale, que tu exiges des explications interminables, que tu me fasses des scènes épouvantables. En 23 ans, t'ai-je fait, une seule fois, une scène de jalousie? Victor réfléchit un instant, honteux. Non. En 23 ans, me suis-je opposé, une seule fois, à tes décisions? Non. Alors pourquoi as-tu cru, une seule seconde, que je m'y opposerais aujourd'hui? Victor garda le silence, réalisant qu'il n'y avait aucune excuse logique à son comportement de lâche. Il avait juste peur de perdre son petit confort matériel, intervint Sylvie, avec un sourire moqueur. Avoir 2 maisons, c'est bien pratique, après tout. Une femme qui paie les factures d'un côté, et une maîtresse qui lui donne ce qu'il n'a plus chez lui, de l'autre. Sylvie, s'indigna Victor, choqué par ses propos. Bah quoi, c'est faux peut-être? Tu m'as bien dit toi-même, que tu n'étais pas prêt à bousculer tes petites habitudes financières. Céline dévisagea son mari avec un regard totalement nouveau. Ce n'était donc pas par peur de la faire souffrir, mais par pur calcul égoïste. Pourquoi renoncer à un confort douillet, quand on peut avoir, en même temps, la stabilité d'un foyer et la passion charnelle? C'est très clair, maintenant, dit-elle, avec un hochement de tête. Chaque pièce du puzzle est à sa place. Elle se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta un instant devant la porte. Au fait, Victor, tes parents se portent à merveille, et t'envoient leurs amitiés. Ils ont été très surpris d'apprendre qu'ils étaient gravement malades. Et ils te remercient aussi, de bien veiller sur la maison de Madame Véronique. Évidemment, ils ignorent que tu l'utilises comme chambre d'hôtel, pour tes petits rendez-vous. Victor tressaillit violemment, comme s'il venait de recevoir une gifle en plein visage. Une dernière chose, ajouta Céline, la main sur la poignée. Dès demain matin, je lance la procédure de divorce. Tu n'as donc plus à te soucier de la manière dont tu vas me l'annoncer. Je m'occupe de tout. Céline, attends, je t'en prie. Mais elle avait déjà franchi le seuil, et marchait vers sa voiture. Et pour le partage de nos biens, lui cria-t-il, désespéré, depuis l'entrée de la maison. La loi s'appliquera, répondit-elle, sans se retourner un seul instant. Moitié-moitié. Mais, tu vas d'abord me rembourser tout l'argent que tu as gaspillé pour tes rendez-vous galants. Jusqu'au dernier centime. Elle remonta dans sa voiture, et démarra en trombe, les laissant gérer seuls les conséquences de leur pitoyable démasquage. Sur le chemin du retour, Céline éprouvait un curieux mélange de vide absolu, et d'un étrange soulagement.
Ses 23 années de vie commune venaient de s'évaporer en un instant, mais pour la première fois depuis des mois, elle savait exactement à quoi s'en tenir. Arrivée chez elle, elle rassembla méticuleusement les affaires de Victor, et rangea, dans de grands sacs de voyage, ses vêtements, ses chaussures, et tous ses objets personnels. Elle aligna les lourds bagages dans l'entrée, près de la porte. Puis, elle s'installa à la table de la cuisine, un bloc-notes à la main, pour établir son plan d'action pour le lendemain. Il lui fallait trouver un excellent avocat, réunir les documents de l'appartement, et préparer la demande officielle de divorce. À 22 heures tapantes, Victor rentra. En voyant les bagages alignés dans l'entrée, il se figea sur place, abasourdi. « Céline. Tes affaires sont là, déclara-t-elle brièvement, sans lever les yeux de son bloc-notes. Prends-les, et va-t'en. Je n'ai nulle part où aller. Va chez Sylvie, va à l'hôtel, ou va chez tes parents, et explique-leur en détail pourquoi ils n'ont plus de belle-fille. » Victor avança lourdement jusqu'à la cuisine, et s'assit en face d'elle. « Discutons calmement, s'il te plaît. » Discuter de quoi ? Céline planta enfin son regard acéré dans le sien. De la façon dont tu t'es moqué de moi pendant 1 an et demi ? De tes beaux projets de rupture pour après le nouvel an ? Des cadeaux de ta maîtresse, payés avec notre argent durement gagné ? Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, de cette façon. Et comment le voulais-tu ? Me l'annoncer solennellement, entre le fromage et le dessert, le soir du réveillon ? Céline, je sais que tu es en colère. En colère ? Céline éclata d'un rire sans joie. Victor, je ne suis pas en colère. Je suis profondément déçue. Déçue par toi, par notre mariage, déçue d'avoir gâché 23 ans de ma vie avec un homme capable d'une telle bassesse. Ce n'est pas de la bassesse, c'est la vie. On tombe amoureux, et les sentiments s'envolent, on n'y peut rien. Les sentiments s'envolent, mais les mensonges demeurent. Les sentiments s'envolent, mais le vol de notre argent, lui, continue allègrement. Je n'ai rien volé. C'est notre argent à tous les deux. Notre argent, que tu dépensais pour entretenir une autre femme, dans mon dos. Comment appelles-tu ça, si ce n'est du vol ? Victor se tut, vaincu. Tu sais ce qui me sidère le plus, continua Céline, implacable. Ce n'est pas ton infidélité. C'est la façon ignoble dont tu l'as commise. Ce tissu de mensonges quotidiens. Cette farce avec tes parents malades. L'utilisation de cette pauvre maison. Les cadeaux pour ta maîtresse, payés par le ménage. Je voulais épargner tout le monde. Épargner tout le monde ? Et tu penses que ça ne fait pas mal, aujourd'hui ? Tu penses qu'apprendre la vérité de cette façon, c'est indolore pour moi ? Je croyais pouvoir régler ça en douceur. En douceur ? Mentir pendant 1 an et demi, c'est régler ça en douceur ? Victor se leva de sa chaise, comprenant que la discussion était close. Très bien. Je comprends que, pour l'instant, tu n'es pas prête à m'écouter. Nous pourrons peut-être en reparler dans quelques jours, quand tu seras calmée. Dans quelques jours, je serai au tribunal, pour déposer ma demande de divorce. Pour l'instant, prends tes bagages, et sors d'ici, immédiatement. Céline, cet appartement est à nous deux, j'ai le droit d'y être. Il l'était. Demain, je verrai un avocat pour organiser le partage de nos biens. Mais, en attendant, tu n'as plus rien à faire ici. Victor resta immobile quelques secondes, puis, résigné, il attrapa ses sacs sans dire un mot, et quitta l'appartement. Céline se retrouva seule dans ce logement qui, soudainement, n'était plus un cocon familial chaleureux, mais un simple appartement où vivrait une femme divorcée. Étonnamment, elle ne pleurait pas. Les larmes viendraient sans doute plus tard, une fois le premier état de choc passé. Pour l'heure, elle ne ressentait qu'un grand vide libérateur, et la certitude absolue de ce qu'elle devait faire. Les jours suivants furent une course effrénée contre les démarches administratives. L'avocat, le tribunal, les longs formulaires, les rendez-vous tendus avec Victor pour régler la séparation des biens.
Maître Hélène Dupont s'avéra être une femme dans la cinquantaine, au regard perçant, et à la poignée de main vigoureuse. Vous avez donc surpris votre mari en flagrant délit d'adultère, résuma-t-elle, après avoir écouté attentivement l'histoire de Céline. Il y a infidélité manifeste, il y a des témoins, et il y a des preuves écrites. Le divorce sera prononcé très rapidement. Et pour le partage du patrimoine? L'appartement est-il un bien commun? Oui, nous l'avons acheté ensemble, après notre mariage. Dans ce cas, ce sera un partage à parts égales, à moins que le juge n'en décide autrement. Par contre, vous êtes en droit d'exiger le remboursement de toutes les sommes dépensées pour l'entretien de sa maîtresse. Je n'ai pas envie de me battre, ni de prouver quoi que ce soit. Je veux juste que ce cauchemar se termine, le plus vite possible. Je comprends parfaitement. Nous allons donc déposer une requête en divorce par consentement mutuel. S'il ne s'y oppose pas, vous serez libre d'ici 1 mois. Victor ne s'y opposa pas, bien au contraire. Il accepta même l'intégralité des conditions imposées, sans la moindre discussion. Il était manifestement très pressé de régulariser sa situation maritale avec Sylvie. Le divorce fut prononcé 1 mois et 3 jours plus tard. Lors de la dernière audience au tribunal, ils s'échangèrent à peine un regard, ils n'étaient plus que 2 étrangers de passage, qui avaient un jour formé une famille. En sortant du lourd bâtiment de la justice, le jugement de divorce en poche, Céline s'arrêta sur les marches de pierre, et inhala profondément l'air vif du mois de novembre. Ses 23 ans de mariage appartenaient définitivement au passé. Une nouvelle vie commençait pour elle. Ils vendirent l'appartement 6 mois plus tard, et se partagèrent l'argent de la vente. Céline s'acheta un charmant 2 pièces, très lumineux, dans un quartier neuf de la ville. Elle ressentait le besoin vital de repartir de zéro, loin des souvenirs étouffants de son ancienne vie de couple. Victor et Sylvie se marièrent, en grande pompe, 2 mois après le divorce. Céline l'apprit tout à fait par hasard, en croisant dans la rue Madame Gisèle, toujours ravie de propager les derniers commérages croustillants du voisinage. « Eh bien, figure-toi qu'ils attendent déjà un bébé », lui confia sa voisine, les yeux écarquillés. « Sylvie est enceinte, ça commence même à se voir. » « Grand bien leur fasse, » répondit Céline, avec une sincère indifférence. C'était l'avis d'autres personnes. Elle ne se sentait plus du tout concernée par leurs histoires. Son travail à la bibliothèque fut sa plus grande planche de salut. La routine rassurante, les lecteurs habituels affectueux, les nouvelles parutions, tout l'aidait à oublier le passé, et à se tourner résolument vers l'avenir. 1 an plus tard, elle fit la rencontre d'un homme fascinant, entre les rayons de la bibliothèque. Alexandre Moreau, professeur d'histoire dans un lycée du quartier, venait régulièrement emprunter des livres pour ses élèves, et, peu à peu, leurs conversations passionnées sur la littérature se transformèrent en quelque chose de beaucoup plus profond. « N'avez-vous pas peur d'accorder à nouveau votre confiance ?» lui demanda-t-il un jour, alors qu'il se promenait paisiblement dans un parc, en évoquant le douloureux naufrage de son premier mariage. « Vous savez, Alexandre, » répondit Céline, avec un doux sourire. « J'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas parce qu'on a croisé la route d'une personne malhonnête, qu'il faut cesser de croire en l'humanité entière. Oui, on m'a menti. Oui, j'ai énormément souffert. Mais cela ne veut pas dire que tous les hommes sont des menteurs pathologiques. Il faut juste être plus attentive, et bien choisir à qui l'on confie sa vie. Et comment devine-t-on qu'une personne est digne de confiance? Aux actes. Les mots d'amour sont faciles à prononcer, mais seuls les actes révèlent la véritable nature de quelqu'un. Alexandre Moreau s'avéra être cet homme rare, dont les actes étaient en parfaite harmonie avec les belles paroles. Aucun mystère, aucune cachotterie mesquine, aucune absence suspecte. Une vie limpide, et profondément honnête. Ils se marièrent 2 ans après leur rencontre. Une cérémonie très intime, entourée seulement de leurs proches parents et de leurs amis fidèles. Pas de grands discours lyriques sur l'amour éternel, qui défie le temps. Simplement 2 adultes matures, qui avaient fait le choix réfléchi de partager le reste de leur vie. Victor, bien entendu, ne figurait pas sur la liste des invités. Céline n'y avait même pas songé une seconde. Ils restèrent légués au passé lointain,
avec ces illusions naïves qui font croire que, lorsqu'on aime quelqu'un, l'autre vous aime automatiquement en retour. Elle savait désormais que l'amour ne se résume pas à des sentiments invisibles, mais qu'il se prouve, chaque jour, par des actes. On peut faire les plus belles déclarations d'amour de la terre, mais si l'on est capable de mentir effrontément tous les jours, pendant plus d'1 an, c'est qu'on est fondamentalement incapable d'aimer véritablement. 3 ans après son divorce difficile, des bruits de couloir parvinrent aux oreilles amusées de Céline, le couple de Victor et Sylvie battait sérieusement de l'aile. Leur enfant était né, mais leur belle vie de famille volait en éclats. On disait que Victor recommençait à rentrer très tard du travail, et que des voisins bavards l'avaient aperçu en compagnie d'une autre jeune femme. « Vous vous rendez compte » s'exclamait l'incontournable Madame Gisèle, indignée. « Il est en train de larguer Sylvie. Et la voilà toute seule, avec son pauvre bébé sur les bras. Paraît-il qu'il a jeté son dévolu sur une gamine d'un salon de coiffure, encore une fois. Une toute jeune fille, à peine 25 ans. » Céline écouta ce récit sans éprouver la moindre once de satisfaction vengeresse. Ni joie malveillante, ni compassion hypocrite. Un simple constat, d'une grande banalité. Un homme capable de tromper sa femme finira, le plus souvent, par répéter le même schéma destructeur. « Vous ne regrettez pas d'avoir divorcé si vite, tout de même » lui demanda la voisine, la curiosité piquée au vif. « Peut-être qu'avec un peu de pardon, vous auriez pu sauver votre couple, à l'époque ? » « Non, » affirma Céline, d'une voix ferme et inébranlable. « Je ne regrette rien. Mais enfin, vous aviez passé tant d'années ensemble, c'est dommage. » Madame Gisèle, si un homme est capable de vous mentir au quotidien pendant 1 an et demi, en vous regardant droit dans les yeux, la durée du mariage n'a strictement aucune importance. On ne peut pas pardonner à un homme comme lui. C'est sans doute vrai, concéda la voisine, pensive. Regardez comment il trompe Sylvie à son tour. Exactement de la même odieuse façon. Cette conversation renforça Céline dans la certitude d'avoir fait le bon choix, des années plus tôt. Pardonner l'infidélité ne guérit jamais l'infidèle de ses penchants. Cela le rend juste beaucoup plus prudent, pour la fois d'après. Dans son nouveau mariage avec Alexandre, Céline menait une existence radicalement différente. Fini les secrets pesants, les appels téléphoniques étranges, ou les retards inexpliqués angoissants. Il la prévenait toujours de ses allées et venues, et des personnes qu'il voyait. S'il sentait qu'elle en avait besoin pour se rassurer, il lui montrait même ses messages. Il vivait dans une transparence totale, et bienveillante. « N'as-tu jamais pensé à me tromper ?» lui demanda-t-elle un jour, lors d'un dîner pour célébrer leur 3e anniversaire de rencontre. Alexandre la regarda avec un grand sérieux, posant ses couverts. « Céline. Si jamais je ressens l'envie irrépressible d'aller voir une autre femme, je t'en parlerai d'abord, très honnêtement. Et ensuite, nous déciderons, ensemble, s'il faut divorcer, ou essayer de sauver notre relation. Mais, jamais je ne te mentirai dans ton dos. Et si tu tombes fou amoureux de quelqu'un d'autre, sans prévenir ? Dans ce cas, je te le dirai en toute franchise, le plus vite possible. Peut-être que cet amour passera, ou peut-être qu'il faudra prendre des décisions très difficiles. Mais je ne te tromperai jamais, je te le jure. » C'était très exactement ce qui lui avait fait cruellement défaut dans son premier mariage, la sincérité pure. Même lorsqu'elle blesse profondément, la vérité vaudra toujours mieux que le plus raffiné, et le plus confortable des mensonges. L'épreuve difficile qu'elle avait traversée avec Victor lui avait enseigné une règle d'or: il ne faut jamais fermer les yeux sur un comportement qui dérange, chez un proche. L'intuition féminine se trompe rarement. Si un détail semble suspect, il faut chercher la vérité, au lieu de se rassurer avec des explications toutes faites et rassurantes. À 52 ans, Céline était plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été dans toute sa vie. Son métier passionnant la comblait de joie. Son mari était un homme droit, tendre et fiable. Sa vie s'écoulait, sereine et d'une grande harmonie. Parfois, en passant par hasard devant la maison qu'elle partageait avec Victor, il lui arrivait de repenser à ces événements lointains. Sans aucune amertume, ni aucun regret, juste comme une précieuse leçon de vie, qui l'avait rendue plus sage, et infiniment plus forte.
Ce fameux soir glacé de novembre, où elle avait surpris son mari et sa maîtresse, avait marqué le véritable tournant de son existence. Sur l'instant, elle avait cru que son monde s'effondrait pour toujours, mais en réalité, ce fut l'opportunité rêvée de bâtir une nouvelle vie, authentique, fondée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Mon mari m'a annoncé que ses parents étaient gravement malades, et il est parti en urgence pour leur apporter des médicaments. J'ai décidé de leur faire une surprise, j'ai préparé une montagne de nourriture, et je suis allée chez eux, sans prévenir. Mais, quand je suis entrée doucement dans la maison, j'ai failli m'évanouir en voyant la scène. Cette anecdote, qu'elle racontait parfois à ses amis autour d'un café, se terminait toujours par la même conclusion: fais confiance, mais garde les yeux ouverts. Il ne faut jamais avoir peur de découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle sur le moment, car vivre dans le mensonge sera toujours un châtiment bien pire que la plus cruelle des vérités. Oui,